Quand on dit Moyen Âge, quelle est la première image qui vient en tête? Souvent, c'est une période un peu sombre, violente, pas vrai? C'est une idée qu'on a tous. Mais et si cette vision était en grande partie un mythe? Et si un siècle en particulier, le XIIe, avait en fait posé les fondations de notre monde moderne? C'est ça qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. On n'est pas au Moyen Âge. On l'a tous entendu, cette expression. On l'utilise pour parler d'un truc qu'on trouve barbare, arriéré. Ça en dit long sur l'image super négative qu'on a de cette époque, c'est vraiment ancré en nous. Mais au fond, d'où ça vient cette mauvaise réputation? C'est là que ça devient vraiment intéressant. En fait, cette vision, c'est une construction, une pure invention historique. Ce sont les intellectuels de la Renaissance qui ont bâti ce mythe. Pour se mettre en valeur, eux, ils ont simplement dit que les 1000 ans qui les précédaient, c'était juste un âge moyen, une transition sans grand intérêt. L'art de l'époque, ils l'ont appelé gothique, du nom des Goths, les barbares, sympa. Et les siècles obscurs, à l'origine, ça voulait juste dire qu'on manquait de documents écrits, pas qu'il n'y avait pas de culture. C'est quand même une sacrée différence, non? Alors la grande question, c'est celle-ci. Et si on avait tout faux depuis le début? Et si, loin d'être une parenthèse obscure, le XIIe siècle avait été le décor d'une véritable renaissance? Une explosion intellectuelle, sociale, qui a dessiné l'Europe pour les siècles à venir, et même jusqu'à nous. Pour bien comprendre ce tournant, voilà notre feuille de route. On va d'abord voir comment la culture est devenue une nouvelle forme de pouvoir, puis l'impact incroyable de l'écrit. Ensuite, on cherchera les moteurs de ce changement, et enfin, on verra comment l'Europe a retrouvé un savoir qu'elle croyait perdu. Allez, c'est parti, on plonge dedans. On attaque avec le changement le plus fondamental et franchement le plus surprenant. Pour la toute première fois au XIIe siècle, la culture, le savoir deviennent une vraie forme de pouvoir, carrément au même niveau que le fait de naître noble ou d'être riche. Un sociologue, Pierre Bourdieu, a mis un nom là-dessus bien plus tard, le capital symbolique. C'est pas de l'argent, c'est pas des terres, c'est un capital invisible, fait de connaissances, de culture, mais que tout le monde reconnaît. Ça donne un statut, ça ouvre des portes, et parfois, c'est même plus efficace que l'argent. Et ce qui est fou, c'est que ça donne naissance à un truc qui nous paraît normal aujourd'hui, l'idée de méritocratie. Regardez ce parcours qui devient possible. Un fils de paysan, juste parce qu'il va dans les nouvelles écoles et qu'il est bon, peut, par son seul mérite, grimper les échelons et devenir évêque. Le savoir devient un ascenseur social. C'est une révolution pure et simple. Bon, le savoir devient une clé, d'accord. Mais pour ça, il faut qu'il puisse circuler. Et c'est là qu'on arrive au deuxième grand choc du XIIe siècle, l'explosion de l'écrit dans absolument toute la société. Alors attention, il y a une nuance super importante ici, il y a l'alphabétisation, savoir lire et écrire soi-même. Mais ce qui se passe, c'est un phénomène bien plus large, la littérarisation. C'est quand la société entière se met à tourner grâce à l'écrit. Même si on ne sait pas lire, notre vie est maintenant dictée par des contrats, des lois, des registres. C'est un peu comme le numérique aujourd'hui, on n'est pas tous codeurs, mais notre vie dépend complètement des ordinateurs. Pour qu'on se rende bien compte de l'échelle du changement, tenez-vous bien. Pour toute l'Angleterre, avant le XIIe siècle, les historiens ont retrouvé à peu près 2000 documents écrits. 2000. On peut se dire que c'est déjà pas mal. Mais après le XIIe siècle, on passe à plus de 8 millions. Oui, 8 millions de documents. Ce n'est même plus une augmentation, c'est un déluge, un tsunami de paperasse. La société se met à tout écrire, tout archiver. C'est une révolution silencieuse, mais absolument gigantesque. Et évidemment, ça change tout. D'un coup, les contrats, les lois se ressemblent un peu partout en Europe. On ressort le vieux droit romain bien plus précis pour gérer les mariages, le commerce. Les rois, comme Henri II en Angleterre, s'en servent pour imposer la même loi à tout le monde. Et bien sûr, pour gérer toute cette administration, il faut des spécialistes. Et paf, ça crée un appel d'air monstre pour une nouvelle élite de gens éduqués. La boucle est bouclée. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais pourquoi? Pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui a bien pu déclencher un tel Big Bang culturel en si peu de temps? Quels ont été les vrais moteurs de cette renaissance? En gros, les historiens sont d'accord pour dire que c'est un cocktail de 3 ingrédients qui ont tout fait décoller. Comme on peut le voir, il y a d'abord une plus grande stabilité politique, ensuite une énorme réforme au sein de l'Église, et enfin une croissance économique et urbaine jamais vue. On va regarder ça de plus près. Premier ingrédient, la politique. Des dynasties comme les Capétiens en France deviennent super puissantes et stabilisent leur royaume. Résultat direct, les routes sont plus sûres. Et donc, les gens, les marchandises et surtout les idées peuvent circuler beaucoup plus facilement. Deuxième ingrédient, l'Église, qui vit sa propre révolution. La réforme grégorienne impose que les évêques ne soient plus choisis parce qu'ils sont fils d'eux, mais pour leurs compétences. D'un seul coup, ça crée une demande énorme pour l'éducation et des écoles se créent partout. Mais si on creuse encore un peu, à la racine de tout ça, on trouve quelque chose de bien plus terre-à-terre, si on peut dire. Tout part d'une révolution dans les champs. Une révolution agricole. En fait, c'est une chaîne de dominos assez logique, regardez bien.
À la base, l'économie, de nouveaux outils en fer comme la charrue, permettent de produire beaucoup plus de nourriture. Ces surplus alimentaires, ils permettent de nourrir des villes qui se mettent à grossir à vue d'œil. Et qui profitent de cette richesse? Surtout les grands propriétaires, et parmi eux, beaucoup d'évêques. Et qu'est-ce qu'ils font avec ce nouvel argent? Ils l'investissent dans ce qui montre leur pouvoir, des cathédrales gigantesques, qui sont aussi, à l'époque, les grandes universités. C'est limpide. Et le plus incroyable, c'est que ce lien entre la richesse de la terre et le savoir, on peut le lire directement sur les murs des cathédrales. C'est gravé dans la pierre. À Lons, par exemple, tout en haut des tours, il y a des sculptures de bœufs, pour rendre hommage aux animaux qui ont permis tout ça. À Chartres, c'est encore plus parlant. Sur un portail, on a sculpté les travaux des champs, et juste à côté, sur un autre, les disciplines du savoir comme la grammaire ou la musique. Le chant et l'école, côte à côte pour l'éternité. On a presque toutes les pièces du puzzle. Il en manque une dernière, mais elle est énorme. C'est le coup de boost qui est venu de l'extérieur, quand l'Europe s'est rouverte au monde, et surtout à la Méditerranée. Alors là, l'histoire est digne d'un film d'aventure. Imaginez un peu. Les grands textes des savants grecs, comme Aristote, avaient tout simplement disparu en Europe de l'Ouest, perdus. Mais pas pour tout le monde. Ils avaient été sauvés, traduits en arabe et étudiés pendant des siècles dans le monde arabo-musulman. Et là, au XIIe siècle, avec la Reconquista en Espagne, des villes comme Tolède deviennent des carrefours. Des savants européens y vont et ils découvrent un trésor, des bibliothèques entières de savoirs oubliés. Alors ils se mettent au travail et commencent à tout traduire, de l'arabe au latin. Et ce qui les motivait, ce n'était pas l'argent, c'était une soif de connaissances pures. Un traducteur italien, Gérard de Crémone, a dit qu'il avait fait tout le voyage jusqu'à Tolède juste par amour de l'Almageste, un grand livre d'astronomie. Il voulait juste pouvoir le lire. Au final, il traduira à lui seul 71 livres majeurs. Le type a ramené une partie immense de la science antique en Europe. C'est juste prodigieux. Mais attention, c'est vraiment le point clé. Ce retour du savoir antique n'a pas créé la Renaissance du XIIe siècle. Le feu était déjà en train de prendre en Europe. Non, cette redécouverte, c'est comme si on avait jeté un bidon d'essence sur des braises. Ça n'a pas allumé l'incendie, ça l'a transformé en un brasier monumental. Au final, on voit que le XIIe siècle, c'est bien plus qu'une simple période de transition. C'est là que sont nées des choses qui nous paraissent totalement évidentes aujourd'hui. L'idée du mérite, la loi écrite, les universités. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si les fondations de notre monde moderne ont été posées il y a 900 ans, quelles autres structures héritées de cette renaissance qu'on avait complètement oubliée continuent de former notre monde, nos pensées, sans même qu'on s'en rende compte ?